Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? Le festival de Cannes est très fatigant, mais incroyable. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça. Trop longtemps. Comment tu te sens après ce festival de Cannes ? Je ne sais plus qui nous sommes, mais je ne sais pas quel est ce podcast et je suis invité aujourd'hui. Non, ce n'est pas toi qui es invité aujourd'hui. Oh, la transition. Bien sûr, attends, je suis un professionnel moi ou quoi ? Aujourd'hui, on a une invité et pas des moindres. Est-ce que tu m'autorises à faire une petite présentation de notre invité du jour ? Je crois que je vais dire non. On sait jamais. Peut-être que tu vas m'arracher le téléphone des mains et tu vas te lancer tout seul. Vas-y. Mesdames, messieurs, élèves d'un jour, sortez vos cahiers, vos trousses et vos pop-corn. Aujourd'hui, pas de contrôle surprise, mais une véritable leçon de cinéma. Car oui, c'est un épisode spécial. On reçoit la prof la plus cinéphile, la plus stylée et sûrement la plus redoutée du BTS audiovisuel du lycée Carnot de Cannes. Redoutée, car elle est capable de repérer un faux raccord encore plus vite que Michel et Michel de Allociné. Et pour les râleurs du fond de la classe qui pensent qu'ils sont trop vieux pour retourner en cours et qu'il est trop tard pour décrocher un diplôme, pas de panique, vous pouvez rattraper votre retard sur sa chaîne TikTok, le Ciné au programme, et sur sa page Insta, Carda Cinéma. Analyse de plans, décryptage de scénarios, critiques affûtées, bref, il y a tout ce qu'il faut pour faire de vous des pros du 7e art. Pour ce numéro spécial Festival de Cannes 2025, on est ravis de recevoir Véronique Cardamone. Bonjour, merci pour cette belle présentation. Est-ce que ça t'a plu comme présentation ? C'est magnifique. C'est vrai ? Ça me résume parfaitement. Je colle au personnage. Oui, Bravo. Merci, j'essaye, je m'entraîne. Bon, on va pas mentir, c'est pas la première fois qu'on fait c'est vrai, on s'est déjà vu. Un format ensemble. On s'était déjà vu à l'époque de la séance Grant, notre émission sur Twitch. Ça. Et on est vraiment très content que tu acceptes de revenir avec nous. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux te présenter personnellement, surtout au niveau de tes réseaux, de ta communauté, tout ça? Est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus ce que tu fais, différemment du petit spectacle qu'on vient de faire là? Oui, comme tu l'as dit, je suis enseignante au BTS métier de l'audiovisuel du lycée Carnot à Cannes, où je suis des cohortes d'étudiants chaque année avec grand plaisir. Et pour continuer à transmettre, dans un but pédagogique, j'ai ouvert d'abord un compte TikTok et ensuite un compte Insta, où je partage effectivement des petites analyses, des retours de films et des choses comme ça, toujours dans l'idée de transmettre le cinéma comme vous le faites vous aussi. On essaye en tout cas. Oui. Nous, on t'avait connu à l'époque grâce à Quentin, qui est un ancien élève à toi. C'est ça. Et qui est vice-président de Capsule Pictures. Qu'on aura un jour dans l'émission. Hein. Je sais pas. Je lâche rien, moi. Ah, moi, je lâche rien non plus. Et c'est vrai qu'il nous avait présenté ton TikTok. Moi, je t'ai connu à la base sur TikTok. C'est vrai, on a commencé à échanger sur TikTok. Ouais, tout à fait. Ouais. À l'époque où tu avais TikTok. C'est surtout Quentin, je pense, parce que comme il connaissait déjà Véro, il était un peu en mode sacré Quentin. Je vais essayer de voir si elle est OK de faire des petits trucs avec nous. Elle a dit oui tout de suite, elle est adorable. Sympa. Et du coup, non, en tout cas, bravo parce que ton contenu, il est toujours très pertinent. Merci. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est ce qui fait la beauté de l'analyse et de la critique d'art et de cinéma en général. Et par contre, quand on est d'accord, on est très d'accord. Et ça, c'est cool. J'adore tes analyses de tatouages sur YouTube. Ah, merci. J'aimerais tellement être plus régulier avec ce format, mais malheureusement, ça me prend un temps considérable. Et comme j'ai la bonne idée de toujours avoir un truc à faire à côté. Mais t'es un homme qui est pris. Oui. Pris par le temps. Mais en tout cas, merci. C'était quoi le dernier que j'avais fait ? Les promesses de l'ombre. C'est ça, les promesses de l'ombre. Ah oui. Et avant, t'avais... Memento, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est quoi le prochain ? Tu peux le dire ou tu peux pas ? J'en ai 3. En fait, j'aimerais beaucoup en faire un sur Dark Maul, sur Est-il tatoué ? Alors, non. Mais surtout, fin de vidéo. Mais surtout sur comment ils ont designé le personnage. Ah, de fou. Voilà. Les amis, oui. On est ici, on enregistre 3 jours après la fin du 78e Festival de Cannes, que vous avez tous les deux eu la chance de couvrir, beaucoup plus que moi puisque j'étais en plein déménagement. Comment ça s'est passé respectivement pour vous, ce 78e Festival de Cannes ? Véro ? C'est une édition, moi, qui est en demi-teinte parce que j'avais beaucoup d'attentes autour de certains films et ce sont des attentes qui ont été déçues. Par contre, au vu du palmarès, je suis plutôt satisfaite parce que je trouve que le palmarès est équilibré et que chacun mérite sa palme. Moi, j'allais parler des rencontres. Rien à voir. Non, en vrai, Festival de Cannes, je suis très content parce que j'ai vu bien plus de films que ce que j'imaginais ou ce que j'espérais. Moins que d'autres, mais je crois que j'ai vu 19 films en genre 13 jours, un truc comme ça. Beaucoup de chance, déjà de 1. Et j'ai fait des rencontres de folie. J'en ai déjà parlé sur les réseaux, mais vraiment, j'ai rencontré des créateurs de contenu.
Des potes à Véro d'ailleurs. Oui, avec Lélia. On les salue, Pierre. Oui, voilà. Du coup, je suis trop content de ça. C'est un souvenir que je vais garder genre pour toujours. On les salue d'ailleurs. Salut, oui, parce que c'est vrai qu'on s'est fait plein de potes là pendant ce festival de Cannes. C'était trop bien. Surtout Pierrick. Et tous adorables. Vraiment excellent. Et pourtant, je l'ai jamais caché. Hein. J'avais toujours un a priori sur les créateurs de contenu en général, parce que je me dis tu connais les gens à travers l'écran, mais voilà, derrière peut-être qu'il y a de la compétition ou quoi que ce soit. Pas du tout. Adorable, prêt à aider, très avenant, vraiment super. Je pense qu'il y a une différence. Tous les influenceurs sont pas les mêmes en fonction des. Non. Tu vois, t'as des comment on va dire, des catégories. Là, on parle de cinéma. On est tous contents de pouvoir partager notre amour du 7e art, je pense. Oui. Et c'est ce qui crée un peu cet esprit de cohésion. Après, attention, j'ai été déçu, mais pas par des gens, par des films. Oui. Pour revenir au film, Spike Lee, voilà. Ouais. On va avoir tout le loisir de parler un peu des films du festival cette année. Moi, je suis un peu triste parce que d'habitude, j'arrive toujours à avoir au moins 5-6 films, même sans accred. Ouais. Et cette année, j'étais tellement pris que j'ai pu voir que 2 films. Alors, ça m'arrange parce que pour l'épisode, j'avais besoin de voir au moins 2 films. J'en ai 2. Mais c'est vrai que je l'ai un peu moins vécu cette année. Mais c'est pas grave, il y en aura plein d'autres. Donc voilà. Avant de parler de films, j'aimerais bien qu'on respecte la tradition des anecdotes dans ce podcast. On va, chacun notre tour, raconter une anecdote. Et là, pour cet épisode, comme on est sur un spécial Festival de Cannes, j'aimerais bien que ce soit des anecdotes autour du Festival de Cannes. Véro, je t'invite à commencer. On t'écoute. Alors, mon anecdote commence aussi par une rencontre, mais c'est il y a très très longtemps. Je crois que c'était en 2012. J'assiste à une projection et à côté de moi, il y a un gars qui s'assoit et qui me dit qu'il est réalisateur. Hein. Tout le monde est réalisateur à Cannes ou producteur. Bon, je fais pas trop attention et puis la séance se passe et puis c'est tout. Et quelques jours après, j'étais en train de faire la quête au billet, puisqu'avant j'avais pas d'accréditation, et je tombe sur lui qui justement avait un billet pour la séance que je cherchais. Et de fil en aiguille, comme ça, on est parti prendre un café, discuter. Il était vraiment réalisateur de documentaires. Finalement, il t'avait pas menti. Et d'année en année, on s'est retrouvés sur le Festival de Cannes jusqu'au jour où il a appris que de mon côté, j'écrivais des petites pièces de théâtre, des nouvelles, des embryons de scénarios. Et il a lu une de mes pièces et il m'a dit si tu transformes ça en court-métrage, je le réalise. Donc j'ai transformé ça en court-métrage, j'ai dû faire 10 réécritures parce qu'effectivement on a une vie à côté, une famille, une vie professionnelle, ça a mis énormément de temps. Et il y a 2 ans, il m'a dit si on veut vraiment le faire, il faut s'y mettre, il faut trouver une production, il faut demander des subventions, etc. Et il s'y est mis, il a trouvé une production et on a réécrit encore une fois et finalement j'ai eu mon premier cachet en tant que scénariste et grosse coupe, depuis hier, on sait qu'on a reçu une subvention de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Trop Donc bien. Ça veut dire que le projet va se faire. On attend encore d'autres aides, notamment du CNC, mais ça veut dire que bravo. Donc, un de mes j'ai envie de dire bravo. C'est mérité. Merci pour les applaudissements. C'est ta montée de marche à toi. Oui. Mais de fou. Donc c'est l'info que tu donnes. Oui. Vous êtes les premiers à le savoir. Mais alors déjà ça nous touche énormément. Et c'est trop bien, c'est un scoop. Alors du coup c'est pour une adaptation sur un long ? Non, ce sera un court-métrage de 17 minutes et après peut-être comme pour partir un jour. Donc faire du court-métrage en long. Mais j'ai d'autres projets aussi, parce qu'évidemment, quand on a ce type d'infos, ça booste énormément la création, la créativité. Et c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le Festival de Cannes, c'est aussi énormément de rencontres. C'est un endroit où on agrandit son réseau et il ne faut pas hésiter à aller au-devant des gens pour justement, petit à petit, brique par brique, construire son projet. Tout à fait. Félicitations. Merci. Déjà. Bravo. Est-ce que avec ton parcours, c'était un objectif que tu t'étais un jour donné de pouvoir réaliser, mais officiellement, un court-métrage, pas de façon amateur, mais de façon professionnelle ? Si on y pense, c'était pas un objectif personnel, mais je m'étais dit qu'à l'occasion, ça ferait extrêmement plaisir de voir ce qu'on a dans nos tiroirs prendre vie, prendre forme. Et c'est devenu un objectif au fur et à mesure des réécritures, puisque Bernard, donc mon réalisateur, me disait mais si, on va le faire, on va y aller. Donc heureusement qu'il était là un petit peu pour booster aussi. C'est trop bien d'avoir des gens qui t'encouragent suffisamment pour faire les choses, quoi. Nous, à notre tout petit niveau, mais c'est comme ça que l'asso s'est créé, c'est des personnes qui à un moment donné se sont poussées les unes et les autres pour créer et quand on voit les ampleurs que ça prend aujourd'hui,
c'est trop bien. Félicitations. Ouais, bravo. Véro. Merci. Bravo. Merci. C'est trop bien. Franchement, je suis trop content. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai ce que tu dis, et je pense que ça, c'est un truc que j'aimerais bien retranscrire aux auditeurs, aux auditrices. Le Festival de Cannes, c'est pas que des films. Et je mets un gros trigger alerte aussi. C'est pas que des films où on comprend rien, parce que malheureusement, il y a des gens qui réduisent le Festival de Cannes à ça. Mais quand tu le vis un peu de l'intérieur, c'est comme tu dis, c'est un lieu de rencontre. Nous, on a rencontré plein de gens. Donc, toi, tu disais, Pierrick, autour de la création de contenu, mais même quand on a enregistré un format donc que tu as dû voir sur la croisette. Sur la croisette, on a mis 2 chaises bleues. La deuxième personne qu'on a rencontrée, alors c'est pas mon anecdote, mais ça s'inscrit dans ce que tu viens de dire, Véro, c'était Marianne Borgo. Alors, je sais pas si tu sais qui est Marianne Borgo. C'est tout simplement une des nièces d'un des membres fondateurs du Festival de Cannes. D'accord. Et elle, ça fait 48 ans qu'elle est accréditée. Et bon, je ne vais pas raconter toute sa vie, vous le verrez dans la vidéo qu'on a enregistrée avec elle, mais c'était improbable de rencontrer cette personne. Ouais. Et au final, tu échanges des coordonnées, tu échanges, tu vois, et après, peut-être que tu revois les gens. Alors, des fois, ça aboutit, des fois, ça n'aboutit pas. Des fois, on sait que c'est des belles paroles, hein, ça reste un milieu où des fois, il y a pas mal de joueurs de flûte. Mais pourquoi pas ? Mais oui, carrément. Le Festival de Cannes, c'est pas que le tapis rouge, la montée des marches et les jolies robes. C'est aussi un endroit où les gens viennent pour travailler. Et comme ils viennent pour travailler, ils viennent pour saisir des opportunités. Et il faut être là, justement, pour s'interposer et dire « j'existe ». Et je crois qu'on a rencontré un élève à toi aussi qui a beaucoup de talent, Roméo. À Bolin, oui, sur son Crotte de lapin. Crotte de lapin, oui. Alors moi, j'ai failli aller voir son court-métrage qui était projeté rue Mimon. Oui. Quentin et Lilou, ils y sont allés. Et ils nous en ont dit beaucoup. Ah ouais, Quentin était scotché par le talent de Roméo qui a 18 ou 19 ans, je crois. Peut-être une vingtaine, je sais plus. Déjà une vingtaine. Ok, moi il m'a dit bon bref. Et on a failli l'interviewer au pot de croisette là, mais problème de timing. Mais je pense qu'il va venir au podcast. Oui, cool. Mon cher Pierrick, quelle est ton anecdote de Festival de Cannes ? Oh là là, il faut que je fasse un tri, parce qu'en vrai, il se passe tellement de choses au Festival de Cannes. Mais en vrai, j'en ai une assez marrante, c'est-à-dire que ça fait des années que j'essaie d'avoir un autographe ou une photo ou quoi que ce soit de ou avec Quentin Tarantino depuis qu'il était venu présenter Inglourious Basterds. Et à l'époque, j'étais bien plus jeune, c'était avant que je fasse mes études. Et il était passé, il m'avait dit « je suis en retard, mais promis au retour, je viens et je m'arrête ». Il s'est arrêté pour tout le monde sauf moi. L'année dernière, je me suis retrouvé à côté de lui. Il y avait juste la genre de barrière de la terrasse du Carlton qui nous séparait. Et j'ai attendu avec mon coffret DVD Reservoir Dogs pendant 45 minutes. Et au bout d'un moment, je devais partir. Je fais tant pis pas pour aujourd'hui parce qu'évidemment, je vais pas le déranger pendant qu'il mange. Et là, cette année, il était assis à la rangée à côté de moi lors d'une séance de Cannes classique. Et j'avais encore mon coffret. Et là, du coup, quand il va s'asseoir, je lui dis « Excusez-moi, monsieur Tarantino, pourrais-je avoir une petite signature sur mon coffret collector ?» Et il me regarde, il me fait « It's movie time !» Et il va s'asseoir. Il t'a engueulé. Ouais, presque, ouais. Genre, me fais pas chier. Et j'étais en mode, franchement, dommage, mais je respecte parce que genre le gars est vraiment en mode laisse-moi, c'est le cinéma, je ne vis que pour ça, ça se voit. Mais je me dis, il m'a quand même parlé. Et à la fin, j'allais partir et tout, et il allait voir un autre film et il m'a dit non, je regarde un film. Ouais. Et j'ai fait bon, allez, je le laisse tranquille. Bah, il est pas connu pour sa proximité avec. Non, mais en même temps, je comprends. Le mec qui est venu voir des films, il y a un petit relou qui vient lui dire une signature. Donc voilà. Mais avec le recul, même directement après, je me suis dit c'est quand même assez marrant que Tarantino il m'a dit non, it's movie time. Ouais. Tellement lui quoi. Enfin Quentin comme je l'appelle maintenant, mais. Quentin. Du coup voilà, c'est mon anecdote. Mais donc est-ce qu'on peut dire que Quentin Tarantino, c'est un peu ton némésis du Festival de Cannes? C'est ma bête noire. Et j'adore son travail, mais je n'arrive pas à l'avoir. Parce que t'as eu George Lucas, mais t'as pas eu Tarantino, quoi. George, du coup, comme je l'appelle aussi maintenant. Mais ouais, George Lucas, c'était un peu le boss final de ma vie. Boss final inattendu. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'avoir une photo et un autographe sur un livre sur sa carrière. C'était assez fou. Ouais. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ça, c'est un truc de dingue. C'était l'année dernière, ça? C'était l'année dernière. C'était, je tremblais de partout pendant 5 minutes encore après. Tu m'étonnes. Il y a de quoi. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, George Lucas?
Star Wars, c'est quoi Star Wars Choupi à la plage. Non, alors c'est très marrant parce que ton anecdote va permettre de transitionner sur la mienne parce qu'on est un peu sur le même thème, c'est-à-dire que c'est vrai que pour nous qui sommes consommateurs, cinéphiles et qu'on regarde le cinéma avec des étoiles plein les yeux, on a toujours ce truc un peu de la rencontre avec nos idoles. Mais à la différence de toi, et on en a discuté quand on est allé à cette projection ensemble, moi je suis pas trop chasseur de photos. J'ai toujours eu ce truc, de gêne, et 2, j'ai toujours eu ce truc un peu de me dire, franchement, laissez-les un peu tranquilles. Tu vois, quand je vois 50 personnes, quand on était sur la Croisette, on a vu pour le documentaire de Raphaël Quenard avec Le Condor, il y avait 200 personnes autour d'eux. Et moi, ça m'angoisse. Mais là, c'est différent. Et j'essaie de me mettre il y avait un mouvement de foule. Oui, il y avait un mouvement de foule. Mais quand ils sont genre... Bien sûr. Mais dans le cadre du festival, et que, je tiens à préciser, les gens dont j'admire le travail. Et je vais te rendre honneur parce que justement, ton anecdote, elle est autour du fait que tu es un véritable professionnel et que tu as tes stratégies et que j'ai découvert ça pendant le festival de Cannes. Et bien du coup, voilà, moi, c'est le truc de foule autour d'une personne, ça m'angoisse très vite et je me dis, je me mets à la place de cette personne, ça doit être horrible d'entendre ton prénom qui fuse dans tous les sens et tout. Donc avec Pierrick, on se rend, grâce à Pierrick, j'ai eu la chance de voir une des projections, en plus une de celles qui m'intéressait le plus. Et grâce à William, merci William. Aussi. Et grâce à William, bien sûr. Alors, je vais pas le dire le titre du film puisque je vais certainement en parler après. Mais c'était un film où, en présence, on avait Kevin Smith. C'est vrai que pour notre génération, Kevin Smith, c'est des barres de rire toute notre adolescence. Et c'est pas n'importe qui. Le gars, il est connu pour être sympa et tout. Et on y va, donc on se pose. C'était à la salle Buniel. Buniel, je prononce bien. Presque. Et on est des spécialistes. Ouais. Oui, bon, écoutez, je ne suis pas d'Amérique latine, d'accord. Parce que là, on a Chili. Ouais. Et Argentine. Voilà. Les voisins. Hein. Vous êtes voisins, quoi. Ouais. Du coup, on s'installe en plein milieu de la salle et tout. Et là, Pierrick, il me dit, bon, écoute, tu me gardes ma place. Maintenant que tout le monde est assis, je pars en chasse. Donc, il a ses petites stratégies, il va aux toilettes, il regarde les stories. Bref, tout ça pour dire qu'il est plein de stratégies. Et il arrive à avoir sa photo. Et même un petit échange avec Kevin Smith. Donc, bravo. Il revient s'installer et me dit, est-ce que tu veux y aller? Je dis, non, c'est bon. J'ai... movie time, tu vois, c'est bon. Donc, Kevin Smith vient, il y a un petit discours, Thierry Frémaux est là, c'est génial, on s'éclate et tout. On mate le film, on va pour sortir, et là, je me retrouve, mais littéralement, vous voyez le micro là C'était Kevin Smith. Donc, j'étais collé à lui. Il a changé. Il a perdu du poids, visiblement. Et du coup, j'étais collé à lui, et là, j'ai quand même eu un petit truc de, si tu prends pas une photo maintenant, tu la prends jamais dans ta vie, en fait. Là, exactement. Et surtout que le gars, hyper accessible, hyper abordable. Mais le problème, c'est qu'il y a 30 personnes qui lui parlent en même temps. Donc, comment il fait? Moi, j'étais un peu là, genre, Kevin, non. Il faut se positionner. Je les vois, les professionnels, ils se positionnent. Et là, pendant que j'essaye désespérément avec mon mode selfie, j'y arrive pas et tout. Et je vois Pierrick qui part, on dirait un joueur de football américain. Il prend l'extérieur droit de la salle, il fait tout un contour et tout, comme un quarterback. Et il s'est retrouvé devant Kevin Smith. Et il a fait « Can you take a picture with my best friend ?» Et Kevin ne comprend pas sur le coup. Et il pensait que c'était Pierrick qui voulait une photo. Et en fait, il se retourne et j'étais littéralement genre collé à lui. Il fait « Oh yeah, pas de problème ». Et j'ai eu, grâce à Pierrick, ma photo avec Kevin. J'avais le téléphone en mode photo dans les mains prêt depuis 3 minutes. C'est ça. J'attendais que ça. Et du coup, même si je reste toujours pas un grand chasseur de photos de stars, mais je reconnais que il y a un petit côté, il y a de l'adrénaline qui monte. C'est cool, c'est ça, c'est ce que tu dis. Souvent, je me dis, j'ai l'occasion peut-être une fois dans ma vie, et ça me fait un souvenir fun parce qu'en gros, quand j'ai l'occasion de leur parler, sur le moment, je suis ultra content, mais 2 minutes après, c'est comme si j'avais fait un blackout. Parce que j'y crois tellement pas qu'ils sont hors d'un écran et réels, ce qui est peut-être un peu bête de ma part, mais et que je me dis, il me faut un souvenir. C'est pas possible. Ouais. Et puis bon, après, quand j'ai eu la chance de rencontrer brièvement Alexandre Desplat et Guillermo del Toro. J'avais mon Blu-ray de La Forme de l'eau que j'ai fait dédicacer par les deux et que j'ai fait dédicacer. Et je me dis ça, c'est un truc de collection, c'est un truc que je garde toute ma vie, c'est fou quoi. Et tu te prépares des questions, ce que tu vas leur dire, parce que moi c'est ça qui me glace aussi. Je vais arriver, je vais dire souvent je leur dis j'aime beaucoup votre travail. Ouais. Je veux pas vous déranger, donc si c'est non, c'est non. Mais voilà, j'aimerais bien une petite photo ou quoi. Ou par exemple. Après, il y en a avec qui j'ai peut-être un truc en plus à dire, c'est-à-dire que Guillermo del Toro, je dis voilà, ma famille vient du Chili, mon frère il vit au Mexique et tout, et du coup il était,
en tout cas, il avait l'air content. Ouais. Et on a échangé vraiment littéralement 2-3 mots, mais adorable. Et puis c'est lui-même qui a pris mon téléphone pour prendre une photo et tout, quoi. Donc voilà, je sais pas, c'est. Mais après, il y a. Tu improvises alors. Ouais. Alors, moi, je trouve qu'avec Kevin Smith, j'ai réussi à lui dire It's the smartest movie I ever seen. Donc, c'est le film le plus intelligent que j'ai vu. Ça l'a fait beaucoup rire. Et ça l'a fait beaucoup rire parce qu'à mon avis, c'est un truc qu'il n'entend pas souvent, Kevin Smith, vu le cinéma qu'il fait. Ah oui, je lui ai posé une question. Oui. Oui, toi, tu lui as posé une question. Mais par contre, j'ai un peu ce truc, comme tu dis, Véro. Moi, très souvent, je me pétrifie. Genre, on a croisé Ari Aster, qui est, c'est mon idole du moment, Ari Aster. Donc, et on le croise, mais vraiment, il était en train de marcher. Pierrick, il y est allé, il lui a dit, excusez-moi, vous êtes Ari Aster? Il a dit, oui, je peux prendre une photo. Il a dit, I'm on the rush, tu vois, je suis pressé. Donc, fais-le en marchant. Moi, j'ai entendu I'm on the rush, je suis devenu une pierre. Je bougeais plus. Moi, j'étais prêt à dire, c'est pas grave, il y a pas de souci. Mais il a continué par, si tu te sens de prendre une photo en même temps qu'on marche, il y a pas de problème. Bah oui, bien sûr. Mais c'est comme Quentin, il y a 2-3 ans, au Cannes Series, il y avait Nicolas Coster-Waldau qui était président du jury. Et on l'a vu, mais littéralement tout seul à côté d'un palmier, avec personne autour. Bon, Quentin, il y est allé. Moi, j'ai eu peur. Ouais, mais après, je t'avoue que moi, j'ai la chance de faire le festival depuis que je suis arrivé dans le sud de la France. Mon père, il m'avait emmené à l'époque et tout. C'était quand il y avait, à l'époque où il y avait genre Star Wars épisode 3, je crois, qui était présenté et tout. À l'époque de V pour Vendetta, tout ça. Et je me souviens parce que Nathalie Portman avait les crânes rasés. Ok. Ça m'avait marqué. Et pareil, au début, quand je croisais des gens ou quoi, j'osais pas dire quoi que ce soit. Je voulais pas déranger. Je me disais, c'est un peu la honte, machin ou quoi. Et puis avec les années, en fait, tellement de regrets accumulés que j'ai commencé à me dire, tant pis. Il faut y aller. Non, c'est non. Et je me suis pris des noms et je respecte parce qu'il n'y a pas de souci. Je comprends. Et voilà. Après, j'ai certaines règles que je me fais respecter à moi-même. S'ils sont en famille, c'est non. S'ils sont pris par 50 000 personnes et qu'on voit qu'ils sont à bout, c'est non. S'ils sont tout nus, c'est non. S'ils sont tout nus, c'est oui. Ça dépend. Fait une super photo. Et après, non. Et maintenant, depuis quelques années, la plupart du temps, quand j'y pense, je leur dis si ça vous dérange, il n'y a pas de problème. Je veux pas être trop intrusif. Voilà quoi. Est-ce que toi, Véro, avec du coup l'expérience que tu as, ça fait combien de temps toi que tu fais le festival vraiment un peu de l'intérieur? Depuis 2012. 2012, donc oui, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Est-ce que avec l'expérience, ton parcours, tout ça, ta position, il y a encore des personnalités que tu as envie de rencontrer ou que tu idolâtres un petit peu, et où est-ce que par le passé, tu as vécu des rencontres comme ça qui t'ont marqué et que tu étais vraiment contente, tu vois, un peu comme... Non, mais bizarrement, moi je ne rencontre personne. Je crois que voilà. Dis la femme qui vient de nous dire j'ai rencontré un réalisateur qui va réaliser mon court-métrage. Non, et donc du coup oui. Non, mais c'est-à-dire que je suis tellement dans les salles en train de voir des films time movie à fond que tout ce qui est se balader sur la croisette et puis tomber par hasard sur des gens connus, ça m'arrive pas. Là, si par hasard au sortir du Carlton, on a vu Angelina Jolie. Ah ouais. Okay. Voilà, mais voilà, c'est une sorte de fantôme. Comme oui, c'est un moment un peu suspendu, et puis c'est tout. Mais non, j'ai pas croisé. Et puis je cherche pas en fait. Okay, moi, ce qui m'intéresse davantage, plus, c'est vraiment la confrontation à l'œuvre. Je suis plus transportée par l'œuvre que par le fait de rencontrer la personne qui l'a faite, même si j'admire le travail qui est fait, évidemment. Okay. Moi, le truc que j'aime bien aussi, c'est si j'ai l'occasion, après, par exemple, une séance, j'ai vu le film Slow Sunwreck avec le documentaire avec Shia LaBeouf. Et, le fameux. Ouais. Et c'était quelque chose, c'était une expérience. Et à la fin, j'ai eu la chance de pouvoir poser une question au réalisateur à la sortie de salle, puisqu'il sortait en dernier. Et du coup, je me suis dit, j'ai une question, ça me démange, il faut que je lui pose. Il était assez gentil, donc Léo Louis O'Neill, il s'appelle, pour répondre à ma question. Je lui ai demandé, vu le portrait qui est fait de Shia LaBeouf dans le documentaire, est-ce qu'il a vu le documentaire avant qu'on le projette ce soir-là et tout? Et il m'a dit non, pas du tout. Et j'ai fait oh là 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 là, mais quel risque. et voilà, j'aime bien pouvoir, si j'ai le temps, échanger. Une question qui a une suite, pareil, je lui ai dit est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui veut faire du cinéma ou des choses comme ça. Question assez basique, mais ça m'intrigue. Après, si j'ai rencontré des gens très importants et très doués, mais ce sont des techniciens. Ah oui. Par exemple. Oui, mais ça compte. C'est important de les mettre en avant. Et en fait, c'est des gens après avec qui j'ai envie de partager un déjeuner et tout ça, mais c'est pas possible. Bah pouvoir discuter. Mais par exemple,
exemple, l'année dernière, la CST a organisé des masterclass et il y a eu Cyril Holtz qui s'est occupé du son sur Emilia Pérez. Ah oui, quand même. Donc c'est quand même un méga boulot et puis c'est super intéressant de l'entendre parler. Hein. Et ouais, bien sûr. Comment finalement cet aspect technique participe à la construction du personnage. C'est passionnant. Donc ces gens-là aussi, il faut penser à les mettre sur le devant de la scène. Complètement. Bah oui, parce que souvent on dit le metteur en scène, réalisateur et les tout. acteurs, les actrices, et puis le directeur de la photo, l'ingénieur son, tout ça, même les costumiers. J'ai l'impression, c'est un avis personnel, vous me direz si je me trompe l'un comme l'autre, mais j'ai l'impression que petit à petit, il y a de plus en plus de rôles autour du film où les gens réalisent à quel point c'est important. Parce que tu viens de dire directeur photo, tu vois, moi quand j'étais plus petit, directeur photo, on entendait, enfin en tout cas moi personnellement j'en entendais moins parler. Maintenant tu commences à avoir des superstars, genre par exemple le premier qui me vient là c'est Greg Fraser qui était sur Dune et tout. Et maintenant tu commences à avoir des superstars où les gens comprennent le rôle d'un directeur photo, comprennent le rôle de quelqu'un qui va faire du sound design. Parce que je pense qu'ils prennent plus la parole aussi via Internet, les réseaux. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que les réseaux aident plus à communiquer autour des techniciens qu'il y a derrière un film. Quoi. Il y a des prix techniques maintenant via la commission supérieure technique justement qui récompense des jeunes techniciens et des jeunes techniciennes. Donc ça commence vraiment à être mis sur le devant de la scène et ça me fait super plaisir. Bah, il faut. Bah, surtout que toi, c'est ce que j'allais dire. Non, franchement, c'est important. Et je crois que c'est Chabat qui avait dit je remercie les gens de la technique. Je crois que c'était Alain Chabat et tout. Alors je sais pas si c'est lui parce qu'en ce moment je sais pas si c'est le Festival de Cannes, mais je me suis bouffé des interviews dans tous les sens. Et alors je sais plus qui a dit cette phrase, mais il a dit il faut pas oublier qu'un film ça reste un miracle, parce que comment tu fais pour rassembler 200, 300, 400 personnes au même endroit au même moment pour faire une prise de vue. J'ai entendu ça aussi, je crois. En même temps on regarde les mêmes trucs. Oui, c'est pour ça. Mais du coup c'est vrai que c'est pas juste un réalisateur, c'est pas juste un directeur photo et c'est pas juste des acteurs. Il y a quand même en fonction du film, je pense qu'un Dune c'est plus de 600 personnes qui ont bossé derrière. Fou. Bon les amis, merci pour vos anecdotes, c'était super intéressant. On va pouvoir parler de cinéma, quand même, qui est le cœur de ce podcast. Mais avant, mon cher Pierrick, qu'allons-nous faire ? Que vais-je faire ? Je crois que tu vas dire merci. Tout à fait. Nous remercions le Cinéum, le plus beau cinéma de la Côte d'Azur, qui nous accueille pour l'enregistrement de ce podcast et qui nous permet de voir et de revoir des films pour vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir des films, foncez au Cinéum, qui d'ailleurs vous propose des expériences de salle uniques, notamment avec la salle Aurore ou encore la Lodge pour un œil maximum de confort. Allez, j'adore ça. À chaque fois que tu le dis. Donc, merci le Cinéum. Les amis, on va pouvoir parler de films, de cinéma, le truc qui nous anime tous les trois autour de cette table. Juste petite précision, Véro, parce qu'il y a peut-être des gens de ta communauté ou de tes communautés qui viendront ici. L'état d'esprit derrière le podcast, c'est pas forcément de faire... Bon, je dis ça à une prof de cinéma, mais bon, d'être un tout petit peu moins élitiste que ce qu'on a pu être à la séance grande, d'être un peu plus canapé et de vendre le film comme on le vendrait à un ami, c'est-à-dire j'ai vu ce film, il faut absolument que tu le vois ou que tu ne le vois pas pour telle et telle raison. Voilà, c'est vraiment un échange ouvert, simple et abordable pour tout le monde. L'état d'esprit étant que la cinéphilie peut être pour tout le monde. On va parler de 2 films chacun, comme d'habitude. Véro, tu as la priorité, on t'écoute. Est-ce que je dois le faire deviner ? Tout à fait, excuse-moi. Ah oui. Tout à fait. Si tu peux essayer de nous le faire deviner, ce serait sympa. Alors, c'est un film qui se passe dans une toute petite ville dans le désert et qui met en scène 2 stars justement du cinéma américain. Et c'est un film qui a énormément divisé la critique parce qu'on en attendait énormément aussi. Bon, moi, je ne vais pas faire semblant que je ne sais pas. Je sais. Désert et 2 stars américaines. Oh, punaise. Ah, c'est Eddington. C'est Eddington. Je sais pas pourquoi je n'avais pas mis direct à l'esprit. J'ai pas eu la chance ou pas de le voir. Eddington, qui est le dernier Ari Aster. C'est le dernier Ari Aster. Mon poteau. Donc ton chouchou. Voilà. Donc on l'attendait énormément. Et il y a pas mal de critiques qui ont été déçues, alors que moi j'ai été vraiment emportée par le film. Ah. Oui, complètement, parce que c'est un film qui casse tout. C'est un film très sombre, très cynique, et je crois que c'est ça que les gens n'ont pas aimé. Je voyais le Figaro qui titrait un western carnavalesque de manière péjorative, mais c'est justement ça, c'est le motif du carnaval en fait, qui est de tout renverser. Nos futurs, voilà, c'est vraiment un film hyper punk. Trop bien. Le en vrai, ça me donne trop envie.
Voilà. Mais il faut le prendre comme ça. Et en fait, j'entendais aussi un spectateur qui sortait de salle et qui disait oui, en ce moment, l'actualité est super anxiogène sur les États-Unis. Et puis ce film, il ne fait parler que de ça. Il ne met qu'en avant ce côté sombre des États-Unis. Il y en a marre. Ouais, peut-être. Effectivement, il met tout le côté sombre des États-Unis en avant. Mais en même temps, il fait tout exploser. Et il y a ce côté faire tout exploser pour peut-être recommencer autre chose qui m'intéresse énormément. Ok. Donc pour toi, c'est plutôt une recommandation positive. Ah oui, pour moi, c'est une recommandation positive. Mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui a des... Ah ouais. Moi, c'était dur pour moi parce que je pouvais pas aller voir le film et j'avais donc tous les copains qui envoyaient des critiques et en fait, personne n'a aimé. Moi, j'étais là quand même. Le dernier Ari Aster, c'est dommage. Bah, après, bon, ça reste un cinéma qui divise, peu importe. Mais c'est vrai que sur les derniers films tous les films qu'il a fait, en général, il y a toujours ce truc où tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est un nouveau génie du cinéma. Et je pense que c'est ce qui a galvanisé les attentes. Et je crois qu'on l'attendait sur l'horreur, en fait. Et c'est un autre type d'horreur qui l'a mis en avant, plus humain, plus lié aux réseaux sociaux, plus lié aux crispations de notre époque. Mais ça, c'est mon deuxième. Moi, je classerais ça, je mettrais dans les films que j'aime d'Ari Aster, je mettrais Midsommar, je mettrais Eddington, je mettrais ensuite Hérédité et pour finir Beau is Afraid. Ouais. Ah, j'ai toujours pas vu Beau is Afraid. Mais je voulais voir Eddington, malheureusement, j'ai eu une place séance du lendemain ou peut-être au cinéma ou quoi que ce soit, mais j'ai dû annuler, je sais plus, parce que ça s'enchaînait de trop de justesse avec une autre place que j'avais, mais genre en centre-ville de Cannes tout, j'ai dû faire un choix ou du montage, je ne sais plus, mais ouais, un peu déçu de pas avoir vu, mais je le verrai au cinéma, c'est pas bien grave, mais j'avais pour espoir de croiser Pedro Pascal, mais bon, il est pas venu manger les empanadas à la maison, c'est pas grave. Que lastime. La prochaine fois. Mais ouais, j'ai très hâte de voir Ari Aster, j'adore ce qu'il fait. On n'a pas fait le pitch. Est-ce que tu crois que c'est important qu'on fasse un petit peu le pitch? Tu peux faire un petit pitch rapide pour peut-être donner envie aux gens de comprendre un peu mieux de quoi le film parle. En fait, on a Joaquin Phoenix qui joue un shérif et Pedro Pascal qui joue le maire de la ville. Il va remettre en question, en jeu son mandat et le shérif va se présenter. Et ça se passe au moment du Covid, autour des crispations du masque, de porter le masque, ne pas porter le masque, se faire vacciner, pas se faire vacciner. Tout ce qu'il y a eu comme complotisme lié à ça se heurte en même temps le phénomène de Black Lives Matter, avec des gens qui manifestent dans les rues. Ça part en chaos total et finalement il n'y a personne pour rattraper l'un et l'autre, c'est-à-dire que ce soit d'un côté du côté des manifestants ou du côté des complotistes, en fait tout le monde va pas très bien. Ouais. Les États-Unis. États-Unis, c'est un bon résumé. Les gens ne vont pas bien. De ce qu'est le pays. Ok, moi dans tous les cas je le regarderai. Ouais, de fou. J'ai hâte de savoir ce que vous en aurez. Bon, après moi je suis toujours quand je vois un fort engouement, que ce soit positif ou négatif, en général j'essaie de me tenir un peu loin du truc parce que je veux pas que ça m'influe. Pour les films que j'aime vraiment, j'arrive à le faire. Et là quand j'ai vu le flot de retours négatifs, j'ai dit ok, je ne m'y intéresse plus. Je laisse passer la tempête et je me ferai mon propre avis quand le film sortira. Tu te souviens sur Joker 2, on était d'accord? Ah ouais, qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Ah, oh là 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 là. Tu sais que c'était une période difficile parce que Pierrick a aimé le film aussi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on était une petite... Tout seul. Quelques milliers, tu vois, sur une communauté sur une île. Et autour de nous, il y avait un océan de haine contre ce film, alors que moi, je l'ai trouvé formidable. Les derniers Gaulois. Ouais, il y a un épisode du podcast où j'en parle justement. Et j'ai débordé par rapport au temps que je me donne d'habitude pour parler parce que vraiment ça me tenait à cœur de défendre. Mais je pense, je crois que je l'avais dit dans cet épisode-là, je pense qu'au fil des années, il sera plus accepté. Je pense aussi. Ils verront le potentiel. Je pense qu'il faut laisser faire les cinéphiles, les analystes, les machins et tout, parce que quand tu décortiques ce film, il est formidable. Donc je pense qu'avec du long terme, comme ça viendra. Il y a pléthore de films comme ça, on n'oublie pas que Fight Club, quand il est sorti, tout le monde a détesté. Oui. Et aujourd'hui, c'est un incontournable. Donc. Megalopolis. Ah non, pardon. Ok, donc Eddington pour le premier film de Véro, qui est une recommandation positive. Oui. C'était un des films que tu attendais à ce film? Oui, j'attendais ce film. Et je l'ai vu après tout le monde, grosso modo, à la salle Agnès Varda. Okay. Et j'avais peur. Et en fait, dès les premières minutes, j'ai été emportée. J'ai dit, c'est bon, je vais l'aimer. Ah, quand ça marche dès le début, c'est trop bien. Mon cher Pierrick. Justement, moi, je vais parler d'un film dont j'étais pas emballé au début. Ok. Eh oui. Et ça, c'est bien, ça. C'est un film avec de la techno dans le désert aussi, d'ailleurs. Ah. Oula, c'est une teuf. C'est une teuf. Mais pas que. C'était, je vous donne un indice de plus qui peut vous aider. Ouais. C'était en compétition officielle. Est-ce que
C'est pas Sirat. C'est Sirat. Ah, je l'ai pas vu. Exactement. Je l'ai pas vu. Ah, je savais pas que c'était lié à la techno. Moi, je l'ai pas vu le film. Ah, ok. Bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus du coup. Ouais. Mais si t'as un pitch du coup aussi. Ouais. Alors en gros, c'est dans le désert, un père et son fils qui vont essayer de retrouver donc la sœur, la fille, qui a disparu il y a, je crois, 3 ou 5 mois, quelque chose comme ça. Et ils vont croiser via des grosses fêtes techno des gens un peu punk qui vivent un peu en dehors de la société, avec un fond de, on suppose, Troisième Guerre mondiale, mais c'est jamais vraiment, élaboré. Ok. Ou développé en tout cas. Et franchement, les 20 premières minutes, j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce qu'il se passe rien, c'est lent, grosse musique techno dans mes oreilles depuis un quart d'heure là. Avec tout ce que t'adores en plus. Ouais. Voilà, pour ceux qui savent pas, je déteste le bruit constant. Et en fait, dès que ça m'a pris, ça m'a pas lâché. Et c'est un film qui est plein de surprises. Et moi, ce que j'aurais aimé, après voilà, c'est mon avis, c'est qu'il y ait un prix pour l'ensemble du casting. Parce que c'est des gens que j'ai jamais vus avant. C'est des gens qui, pour la plupart, ont tous un handicap physique. Et c'est vraiment jamais montré comme un handicap. Et je trouve ça trop bien. Ok, ouais, c'est ultra inclusif. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit. Et je trouve ça trop cool de faire ça au cinéma. On les met vachement en avant et il y a un truc des personnages ultra bien travaillés, la psychologie super bien travaillée aussi, les échanges de est-ce que t'as vraiment besoin de moi, est-ce que tu m'utilises pour telle ou telle chose, est-ce qu'on est vraiment amis. C'est des grosses surprises qui arrivent les unes après les autres. Et vraiment, j'avais envie qu'il ait un prix. On en discutait avec certaines personnes, on se disait Palme d'Or peut-être pas, prix du jury probablement, et en effet, il a eu un prix du jury ex aequo. Et franchement, je crois que j'ai noté sa date de sortie. Je vous conseille, c'est assez spécial, hein, voilà, mais ça vaut le coup d'être vu. Le 3 septembre, il va sortir. On aime les films spéciaux ici. Réalisé par Oliver Lax et coécrit avec Santiago Fillol, je ne suis pas sûr de la prononciation. Et en plus, il a eu un très beau discours lorsqu'il a remporté le prix du jury, Oliver Lax. Un gros coup de cœur de ce festival de Cannes, pardon. Et c'est par recommandation d'un ami ou antagoniste Ulysse que je suis allé voir parce que ce n'était pas sur ma watchlist du festival et il m'a dit mec il faut que tu vois ce film et tout. On a rarement les mêmes goûts sur les films, mais je me suis dit si j'ai l'occasion j'irai le voir. J'ai eu l'occasion, je suis allé le voir et merci Ulysse du coup de ce conseil. Super film. Moi c'était sur ma watchlist et c'est le film tu sais que t'arrives jamais à rattraper. Hein. Oui c'est ça. Mon Eddington. Voilà. Et ben écoute ça me donne encore plus envie d'aller voir ça. Ouais. Et puis je l'ai pas dit mais il y a plein de nationalités regroupées. Et quel bonheur quoi. On abat les frontières et tout. Je trouve ça trop stylé. Donc tu retiens le casting. Oui. Le scénario. Oui. Et la mise en scène. La mise en scène, l'effet de surprise, la direction d'acteur, super. Tout est au top. Donc, on répète, Sirat. Et qui a pris Grand Prix du jury ex aequo avec, je ne sais plus le nom. Prix du jury ex aequo avec j'oublie. Ouais, je l'ai pas noté, désolé pour le. On a mal fait notre travail de préparation. Oui, comme d'hab. Ok, bon, pour ma part, c'est une surprise pour personne vu l'anecdote que j'ai donnée tout à l'heure, mais je vais quand même essayer de vous faire deviner le film. Donc, c'est un film qui venait fêter ses 25 ans au Festival de Cannes cette année, qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs il y a 25 ans en arrière. Oui. Donc, dedans, on découvre un duo d'acteurs qui étaient meilleurs potes à l'époque, qui sont toujours très potes aujourd'hui, qui ont démarré ensemble et qui jouent deux méchants qui essayent de retourner chez eux. Donc, moi, j'étais avec lui. Mais non, mais tu sais que c'est un film que je ne connais pas. C'est incroyable. On l'a eu. Yes. Donc, j'attends que vous me disiez tout de ce film. Et t'as le titre du film au moins? Attends, j'ai un trou de mémoire là. Donc je donne la parole à Pierrick. C'est Dogma, du coup, réalisé par Kevin Smith et écrit par Kevin Smith. Tout à fait. Donc Dogma, donc je dis 25 ans, mais 99. Voilà, il est sorti en 99 aux États-Unis, mais il a été présenté en 2000 au Festival de Cannes. C'est pour ça qu'il venait. C'était pour ses 25 ans au Festival de Cannes. Alors déjà la grosse annonce, et pour les fans de Kevin Smith, ça va vous ravir. Il a annoncé un sequel à à Dogma et qu'il aimerait bien présenter pour le 80e Festival de Cannes. Donc Thierry Frémaux lui a dit si le film est bon. Oui. Toujours très à terre. Bon, je pense qu'il le laissera venir présenter son film. Quand même. Aucun doute. Et du coup, c'est un film que j'avais pas rattrapé encore de Kevin Smith parce que bon, j'adore le gars, mais je suis pas un grand professionnel comme Pierrick parce que Pierrick est très amateur de la comédie américaine. On répète les Judd Apatow, voilà, Seth Rogen et compagnie. Mais bon, je connaissais quand même Kevin Smith. Il y a quelques trucs de chez Kevin Smith que je connais et que j'adore. Et puis en plus là, il était là, donc c'est toujours grisant d'avoir le réalisateur qui est sur place. Et Dogma, donc moi j'ai trouvé ça formidable. Je me suis éclaté. Alors déjà, c'est
très drôle, mais il faut aimer l'humour du début des années 2000. Donc on n'est pas très loin de Scary Movie et compagnie, tu vois. Mais, plus fort qu'un Scary Movie, j'ai trouvé que ce film abordait de façon très intelligente des sujets beaucoup plus profonds que ce qu'on pourrait le croire quand on mate le film. C'est-à-dire que quand on mate le film, on a l'impression que ça va être un peu bite cul chatte du début à la fin, alors qu'en fait, pas du tout. Ça nous parle d'avortement, ça nous parle de place de la femme dans la société, ça nous parle aussi de place de personnes noires dans la société, parce qu'il y a le personnage de Chris Rock, très important, et ça remet surtout, et ça je pense que c'est le thème le plus important du film, ça remet en cause beaucoup de dogmes religieux. C'est pas pour rien que le film s'appelle Dogma, et c'est pas pour rien que tout tourne autour d'une mythologie religieuse. Et j'ai trouvé que derrière la gaudriole, les bidonneries et trucs comme ça, il y avait plein de trucs où je me disais, ah ouais, mais on est en 99. Ouais, et puis ça parle vachement de tolérance vis-à-vis des autres religions. Exactement. De l'acceptance des autres. Et j'étais vraiment en mode... On est en 80... Je sais plus parler. On va pas t'en vouloir. Hein. T'as passé 2 semaines intenses. Il a fait fatigué. On rattrape du sommeil, là. Hein. Ah bah oui, j'imagine. Complètement. Donc du coup, j'étais vraiment en mode, ok, on est en 99, c'est présenté comme un truc un peu bidonnerie. Et en vrai, non, les thèmes abordés, ou en tout cas ce que te transmet le film, c'est vachement tolérant, ça fait vachement réfléchir, et voilà. Et j'avais un peu vécu ça en matant l'intégrale de Malcolm, où tout le monde connaît la série Malcolm, on sait que c'est drôle et c'est un peu beauf et compagnie, et alors qu'en fait, pas du tout. Dedans, t'as une vraie déclaration à la place de la mère, à l'importance de la mère dans un foyer, tout ça. Et j'ai retrouvé un peu ce genre d'ambiance du côté de Kevin Smith, et je me dis, putain, et c'est fou que 25 ans en arrière, on arrivait à aborder ces sujets avec légèreté, humour et intelligence finalement. Donc voilà, je vous le recommande parce que c'est drôle et c'est intelligent. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire à Kevin Smith, it's the smartest movie I've ever seen. Et il est fier. Et en plus, le duo Matt Damon-Ben Affleck, qui est vraiment au top de son game, surtout là, à l'époque et tout. Ils sont trop forts et j'aimerais trop les revoir là à nouveau, les deux. Peut-être dans une comédie, un truc indépendant, je sais pas. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est ce qui est assez dingue, c'est que la musique est faite par Howard Shore, quand même, qui fait la musique du Seigneur des Anneaux et du Silence des Agneaux. Et on parle d'une comédie américaine qui critique et qui dénonce des choses. Je trouve ça grave cool. C'est surprenant. T'es familière de la comédie américaine, toi, Véro, ou c'est un genre où t'es passé complètement à côté ou... à grands traits, non. Là, si tu me prends au dépourvu, je vais bafouiller, je ne saurais pas te dire quoi que ce soit. Je sais pas mes fiches. Mais si, j'aime bien la comédie américaine. Là, je pense comme ça, Marie à tout prix. Oui, bien sûr. Ou Tonnerre sous les tropiques. Oh là là. Voilà. Ben Stiller, trop fort. Non, mais Ben Stiller, oui. Très fort, Ben Stiller. Il sait tout faire, hein, parce que là, il a fait Sévrance aussi, la série qui est superbe. Ouais. Mais très fort. J'aimerais bien le rencontrer. Je pense que Tonnerre sous les tropiques, c'est un film, je le connais par cœur. Je suis encore en fou rire devant quand je le mate. Oui, mais complètement. Qu'est-ce que c'est intelligemment drôle. Et pourtant, je connais les sketchs, hein, mais je suis mort de rire devant. Mais Dogma, ce que j'ai beaucoup aimé, puisque du coup, au pire, je parlais d'un autre film, mais c'est aussi les dialogues, je les trouve super bien écrits et vraiment efficaces. Ils passent pas par des chemins différents pour arriver à la même conclusion. C'est vraiment efficace, ça va droit au but, c'est très très drôle, très tranchant et tout, c'est très fort. Et moi, ce que j'apprécie, justement, c'est pour rebondir sur le côté des dialogues, c'est qu'il prend ce bouclier un peu, je fais de l'humour, donc laissez-moi mettre les pieds dans le plat. Ouais. Et ça fonctionne très bien, parce que t'as plein de sujets, encore une fois, qui sont abordés où tu te dis, ah oui, il va pas par 4 chemins. Mais comme derrière, il va te mettre la petite blague, eh ben, tu l'acceptes. Mais en attendant, quand tu sors du film, alors t'as 2 lectures. Soit tu prends que le côté humour et t'as passé un bon moment. Si t'as un humour un peu, comment on pourrait dire, potache. Ouais, potache. Pipi caca. Ouais, un peu pipi caca, mais par contre, si tu as envie de conscientiser le film et de gratter derrière, bah, tu peux y aller. Tu peux y aller, il te donne les sujets. Il y a plein de sous-textes, de choses subtilement abordées. À la différence d'un Scary Movie où là, on est que sur le potache et c'est que fait pour déconner pendant 1 heure ou 1h30, quoi. Donc voilà. Et en tout cas, si tu es curieuse, je te le recommande, Véro, parce Merci. que... J'irai voir ça. Donc voilà. J'espère que s'il vient avec le 2, ce serait Matt Damon et Ben Affleck qui reviennent. Ce serait incroyable. Ouais, après, ça me fait un peu peur de faire une suite. Et dedans, il y a Alan Rickman. Oui, oh là là, il est incroyable. Mais
Métatron. mais qui est vraiment formidable parce que je trouve que pour moi, après tu me diras ce que t'en penses, Oui. mais les deux personnages qui m'ont le plus marqué du film, c'est Chris Rock et Alan Rickman. Ouais. C'est les deux personnages qui vont vraiment t'apporter le côté sagesse dans le film. Voilà. Et le shit monster. Mais ça- Et le shit monster. c'est autre chose. Voilà, ça c'est le côté pipi caca du film. Mais on aime bien quand même. Voilà pour mon premier film. Véro. Deuxième film, c'est une première participation au Festival de Cannes et c'est une première Palme d'Or. C'est dans un film réalisé par une femme et dont l'héroïne est aussi une femme. Première Palme d'Or. Ouais, pas pour le film. Ah oui, ok, Alain. d'accord. Ouais. Pour une première- Alpha. Non. Non. Pour une première participation au Festival de Cannes en tant qu'actrice. Ah pardon, ok. C'est mince. Oh là là, j'oublie le film, mais je vois, c'est celle qui est jeune. Comment Oui. elle s'appelle Oh là là, quelle honte. C'est Nadia Meliti qui joue Oui. dans La Petite Dernière. La petite dernière, voilà. Ok. c'est ça. Quel beau film. J'ai pas eu la chance de le voir, mais j'en avais très envie. Enfin, j'en ai Ouais. très envie. Et donc il était en compétition Il cette était année en compétition et donc Nadia Meliti qui joue Fatima, le personnage principal dans le film, a reçu la palme de la meilleure actrice pour son rôle dans la Petite Dernière. Incroyable. C'est un film de Hafsia Herzi. Donc La Petite Dernière raconte, la petite dernière c'est elle, c'est la dernière de la famille et puis ça raconte son éveil à la sensualité et aussi la confrontation de sa sensualité à sa piété puisqu'elle est musulmane et puis elle va découvrir en fait qu'elle est lesbienne aussi et voilà, elle va devoir gérer toutes ces facettes dans sa vie et on la suit de manière très proche. La caméra d'Hafsia Herzi est toujours très proche de son personnage, très sensuelle aussi. Et ce qu'il y a d'intéressant, je disais dans une de mes vidéos, c'est comment en fait l'espace va devenir en sorte quelque chose comme un discours, puisqu'on va avoir les moments où elle va être en prière, mais aussi les moments où elle va faire les fêtes avec ses copines, où elle va faire des LG bêtises, comme ils disent. Ok, Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. LG bêtises. Ça, c'est ton genre de jeu de mots, ça, Pierre. Voilà. Et tout ça est fait dans un équilibre absolument délicieux. Ok. Ça donne envie. Je regardais du coup la date de sortie pour les personnes qui nous écoutent. Il sortira le 22 octobre 2025 en salle. Donc très curieux et j'étais très content que ce soit quelqu'un d'assez jeune. Et j'imagine c'est son peut-être premier film. C'est son premier film. C'est pour ça que je te disais première participation, première Palme d'Or, tu vois. Voilà, exactement. Et je trouve ça très 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 fort quand même. C'est très fort. Bravo à elle. Ouais. Début de carrière prometteur. Hein. Ouais. Ah, ouais. C'est un film que t'attendais ou pas du tout? Non, du tout. C'est Que une j'ai découverte. vraiment découvert comme ça. Et puis, il y a des moments un peu violents, un peu tendres, mais aussi très drôles. Notamment, il y a un pneumologue, et c'est son vrai métier dans la vie, les pneumologues. Donc, il fait une consultation avec le personnage Fatima, et il lui donne des conseils pour bien prendre sa ventoline et tout ça, mais il est à mourir de rire. Ok. Ah ouais, je suis très curieux. Et toi, tu l'as pas vu du coup? Je l'ai pas vu, j'ai pas eu Ok. cette chance. Non, mais comme je l'ai dit, je suis très content qu'elle ait, même sans avoir vu le film, qu'elle ait Ouais. gagné ce prix et c'est très cool. Tu vois, les frères Dardenne, je me disais, encore eux. Ouais. Oui, bon après. Et là, justement, je me suis dit, ah, c'est bien, c'est la relève, quoi. C'est un peu le running gag, les frères Dardenne. Oui, au c'est un peu ça. festival. Tu sais qu'il y a un festival, ils vont être là, où ils vont gagner un truc, où ils vont participer Moi, à je un trouve truc. qu'il y a toujours des noms comme ça où tu sais qu'ils vont venir. Si c'est pas cette année, ils seront là l'année prochaine. Tu vois, Ouais, Wes Anderson, c'est pareil. Mhm. C'est pas la première fois qu'on le voit c'est pas en faux. compétition. Il y a 3 ans, il y avait Asteroid City. Enfin, Mhm. tu vois, Cronenberg, c'est pareil. On sait très bien qu'une année sur deux, il vient nous présenter un film. Enfin, Audiard, souvent aussi. Audiard. Enfin, bon, bref, t'as les grands copains. C'est pour ça que. Oui, c'est ça. On se demande parfois s'ils n'ont pas déjà un oui avant même d'avoir montré le mais film. c'est pour ça qu'il Ah, tu fais un film? Bah, c'est Non, bon. et c'est pour ça qu'il existe une super association qui s'appelle Acid Cannes et qui se Exactement. rebelle un peu contre ça et qui présente des films indépendants et qui en ont un peu marre que ce soit toujours les mêmes noms qui viennent présenter. C'est vrai. La sélection festival. acide est formidable. Ouais, bah nous on a rencontré, je sais pas si tu la connais, Pauline de chez Acid. Non. Elle s'occupe de Acid Cannes et adorable. Vraiment Mhm. adorable. Et quand elle nous a vraiment parlé de l'association, on s'est dit franchement, quelle bonne idée cette association. Donc, voilà. Après, je connais pas, moi j'ai pas vu de film acide cette année, donc je sais pas, mais quelle bonne idée Mhm. de donner un peu de la force au cinéma indépendant. Bravo. C'est important. Mon cher Pierrick, Oui. quel est ton quel est ton deuxième film de ce podcast? C'est un film avec des acteurs français, dont un qui joue le rôle d'un addict. Ah, joli. Celui-là? Mm. Je pense que Véro, tu l'as aussi, non? Non, addict à quoi?
Elle dit que t'as la drogue. Il y a de drogue. Mais si, ça y est, c'est Alpha. Je me disais, Ouais. c'est Alpha. Ouais. C'est Alpha, exactement, de Julia Ducournau. Ouais. Qui sort, du coup, j'ai regardé là, le 20 août. Donc, assez proche comme date. Ouais. Donc, réalisé par Julia Ducournau, comme je dis. Je n'avais jamais vu un film de Julia Ducournau avant parce que, tout simplement, je n'étais pas suffisamment curieux pour y aller. J'avais des a priori sur le truc du peut-être body horror ou quelque chose comme ça, où je me dis, ça va être des trucs gratuits encore. J'ai vu Alpha parce que je me suis dit, il est temps d'être curieux, mon petit. Et contrairement à beaucoup de personnes, je n'ai pas regretté. J'ai passé une super séance, j'ai trouvé ça très osé, j'ai trouvé qu'elle avait des cojones en acier de faire ça en France. Alors ça, c'était Titane. Le temps que ça monte au cerveau, mais bien joué. Non, j'ai trouvé ça très très osé, très intelligent de faire ça, et le fait qu'on nous permette de faire ça également en France, je trouve ça super important. Et je trouve qu'on soit d'accord avec ce film ou pas, enfin avec mes goûts sur ce film ou pas, dernièrement le cinéma français nous sort des pépites. Des gens qui osent faire des trucs un peu différents, qui mettent en avant des acteurs qu'on connaît pas, ou des actrices surtout qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est super important. Moi, je suis toujours pour la nouveauté constante. Mais c'est pas une coproduction américaine, je me disais. Je sais plus. Mince. Je sais pas du tout. Je me suis pas assez renseigné là-dessus. Mais du coup, moi, je suis très curieux d'avoir ton avis, parce que j'avoue que je sais que t'as fait une vidéo dessus. Je n'ai pas voulu me spoiler parce que je me suis dit on en parlerait sûrement aujourd'hui. Perso, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très beau sur certains plans. J'ai trouvé Taharay mais vraiment exceptionnel. Je pensais que ce serait lui qui gagnerait le prix de l'interprétation masculine. Mais vraiment, j'ai pris une petite claque. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même des longueurs et des moments où on se perdait un peu dans les idées. Mais dans l'ensemble, vraiment, je trouve ça super important de sortir des choses comme ça au cinéma, surtout en France. Et j'ai passé une très bonne expérience, on va dire, pendant ces 2 heures. Alors Véro, le droit de réponse. Oui. Il faut savoir que le film, en fait, il répète plusieurs situations sur plusieurs niveaux temporels. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a perdue, parce que je voyais pas quel était le message derrière, le discours qu'elle voulait porter. J'ai trouvé le film assez répétitif. En même temps, c'est lié au thème, c'est la pétrification. On dirait que le film est pétrifié aussi. Pas faux. Et c'est peut-être une intention artistique, mais en tout cas, c'est une intention qui, moi, m'a pas du tout touchée. Et quand je voyais la force et la portée de Grave ou de Titane, ben là, ça porte quoi? Pas grand-chose pour moi. Mais comme je le disais aussi dans la vidéo, j'attends la personne qui va me dire « Véro, tu te trompes, c'est formidable pour telle et telle raison. » Et ce sera pas moi, parce que je suis pas assez intelligent pour Non, c'est même pas ça, mais je pense que toi, la différence peut-être entre... C'est que je n'avais pas vu le travail d'avant. Exactement. Et toi, peut-être qu'en première découverte de Julia Ducournau, peut-être que c'est un film qui fonctionne très bien. Et comme je le dis souvent, excuse-moi de te couper, mais je le dis souvent, j'ai envie d'avoir tort sur beaucoup de choses et de me tromper. Et là, du coup, j'avais beaucoup d'a priori. Et je me suis dit, Pierrick, t'es bête, t'aurais dû un peu briser ces barrières avant. Et regarder un peu son travail d'avant, parce que finalement ça t'a plu, et maintenant j'ai envie de regarder le reste de son travail. Est-ce que du coup je vais moins aimer parce que ça va être différent ou pas? Je suis curieux de ça aussi, mais moi vraiment... Après c'était une séance un peu maudite, parce qu'on a attendu dehors, il pleuvait des cordes, donc on est arrivé trempé dans la salle. Attends, mais tu l'as vu au cinéma? Non, je l'ai vu au théâtre, à l'auditorium Louis Lumière. Et ensuite, il y a une dame au balcon qui a fait un malaise et il a fallu l'évacuer. En fait, il y avait personne qui venait et moi, je criais sécurité, sécurité. Ah merde. Donc, à un moment donné, voilà, et ça s'est calmé après, une fois qu'elle a été évacuée. Mais il y a des gens qui se sont dit non, c'est mort, ils sont partis. Ah mince. Moi, je me suis remise dans le film et je me disais non, en fait, ça me tire rien du tout. Ouais, non, je comprends. Voilà. Mais il y a eu comme ça des petites interventions hasardeuses. Après, malheureusement, des fois, le problème du festival de Cannes, c'est que tu sais jamais dans quelles conditions tu vas voir ton film. C'est ça. Il y a des séances un peu maudites. Et ce qui peut se passer pendant ta séance, quoi. Et après, j'ai trouvé, tu vois, par exemple, les gisants de pierre. Bon, l'idée initiale est bonne, mais elle en fait rien d'autre. Enfin, si ce n'est que de dire poussière, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ok. Par exemple, quand ils exhalent de la vapeur de poussière, je trouve pas ça très bien fait. Je trouve qu'il y a des plans qui sont identiques d'une phase à une autre. Voilà, je suis déçue et tellement triste d'être déçue. C'est vraiment. Alors, c'est... moi, j'ai une vraie question, peut-être plus pour toi, Véro, parce que toi, t'as pas l'arrière, enfin,
Oui, bien sûr. Le reste de la filmo du Ducournau. Moi, Ducournau, je te le dis honnêtement, je suis sur un 50-50 parce que j'ai beaucoup aimé Grave. Je suis pas du tout rentré dans Titane. Moi, la relation avec Vincent Lindon, je suis passé complètement à côté. Le message et tout ça m'a pas touché. Je comprends, par contre, l'engouement autour de Titane, mais moi, personnellement, ça a pas pris sur moi. Par contre, la seule chose que je suis de Grave et de Titane, où je suis toujours à chaque fois admiratif, c'est sa photographie. Je trouve qu'elle la photographie est très belle photographie, Julia Ducournau. Oui. Mais est-ce qu'il y avait pas un truc un peu overreact par rapport aux attentes qu'on avait sur Alpha, parce que c'est Madame Palme d'Or, c'est Titane, c'est un film qui avait tellement parlé de lui à l'époque. Moi, j'y allais vraiment de manière bienveillante. Je vais passer un super moment. Et non, j'avais pas d'attente. Je voulais retrouver une copine, en fait. Ouais. En vrai, c'est grave mignon. Je comprends, ouais. Et alors, elle a toujours son thème, le thème de la filiation, qu'on retrouve dans Grave, qu'on retrouve dans Titane. Il y est toujours, mais traité en mode mineur par rapport aux autres. Il y a aussi la question de l'identité qui est traitée dans Grave, qui est traitée dans Titane. Là, non, on reste vraiment sur le trauma familial et je pense que sur ce film-là, sur ce synopsis-là, j'en avais pas grand-chose à faire. En fait. Parce que du coup, on n'en a pas parlé du synopsis, mais tout simplement parce que moi, j'ai du mal à résumer le film parce qu'il y a tellement de choses qui se passent malgré les répétitions, comme on disait tout à l'heure, que je sais pas trop comment on suit une adolescente qui est un peu dans une famille dysfonctionnelle. L'oncle revient à la maison, mais c'est un ancien ou pas addict, donc il va se passer plein de choses parce qu'elle a pas forcément les bonnes fréquentations non plus. Il y a un sous-texte un peu de pas de Covid mais de je sais pas, d'une maladie, voilà. Moi j'ai pas trop quoi en faire. Souvent entendu que c'était un peu le parallèle avec l'épidémie du sida aussi. Je sais pas si c'est une analyse pertinente. Mais... c'est montré un peu comme ça parce qu'au début ça commence, pour pas spoiler, c'est vraiment le début du film et c'est dans le synopsis que j'ai vu. Et sur l'affiche. Ah oui, voilà. Donc elle se fait tatouer. Plus gravé, mais sous forme de tatouage, un A sur le bras, alors qu'elle est inconsciente. Et du coup, sa mère, elle dit, il faut aller faire des analyses. Qui est médecin, sa mère. Voilà, qui est médecin, tout à fait. Ouais, donc il y a une paranoïa autour nous, on de la se dit, contamination. ah merde, peut-être qu'elle a le sida, quoi. Et en fait, non, ça va sur une maladie qui est assez différente de ça, qui est plus dans un monde différent d'une autre. Et par contre, ce que j'ai oublié de dire, très important, c'est que le fait qu'on ait eu The Substance, qu'on ait eu du coup Grave, Titane, que je n'ai pas vu malheureusement, et Alpha, et d'autres films bien évidemment faits par des femmes, je trouve ça très très cool. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, tout à fait, bien sûr. Incroyable ce film. Palme d'Or d'ailleurs aussi. Je trouve ça grave cool parce que ça met en avant des femmes dans le cinéma et je pense que ça va motiver des possiblement jeunes filles ou même plus grandes à continuer de bosser là-dedans ou d'essayer de bosser là-dedans. Et peut-être ça va motiver des grands patrons du cinéma qui sont un peu fermés à l'idée de laisser les femmes... Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. De laisser leur place aux femmes, une place méritée. Et je trouve ça grave cool parce qu'elles nous sortent des trucs de fou quand même. Non, alors c'est Grave. Le film. Ah pardon, c'est Grave, pas Grave cool. Ok, désolé. Mais non, je trouve ça super important. Non oui, mais carrément. Et puis alors moi, l'année dernière, j'étais vraiment mais tellement triste que ce soit pas de Substance qui. Mais moi aussi, qui pris ma Palme d'Or. Parce que alors là, on aurait eu un trio Ducournau, Triet, Farja qui représentait le cinéma. Alors même si The Substance c'est une coréale ou une coprode américaine, ça y a aucun problème. En attendant, ça vient d'une réale française. Eh oui. Et alors surtout que je veux pas relancer un débat de l'année dernière, mais Anora devant The Substance. Je cherche toujours pourquoi. Je cherche moi aussi. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez. Mais alors que j'ai pas passé un si mauvais moment devant Nora, c'est pas la question. Mais à côté de The Substance, allez vous faire foutre. Hein. Mais du coup, je suis complètement d'accord avec ce que dit Pierry, qu'il faut plus mettre en avant nos réalisatrices, nos metteuses en scène, parce qu'elles font un cinéma de fou, quoi. Ouais. The Substance, pour moi, c'est peut-être mon top 2 ever. Le seul truc que je peux comprendre, c'est qu'il faut quand même avoir les reins assez accrochés. Oui. Et je parle pas que en termes de gore, je parle même en termes de mise en scène, parce que tu as des gros plans serrés. Le son est très violent. Le son t'agresse, ne serait-ce que les premières interventions de Denis Quaid, tu te sens... Mais qui suis-toi quand tu bouffes des crevettes, s'il te plaît, parce que là... Enfin bref. Non, mais même là, sur Alpha, tu sais, quand elle commence à se faire tatouer, en gros plan, en très gros, en macro. C'est là où les gens sont tombés dans les pommes. Non. Là, la dame, elle est tombée dans les pommes. C'était une scène de repas. Ils étaient en train de manger un couscous, donc c'est pas ça. C'était, elle était très de droite. C'était de la fatigue. Le couscous, c'était trop pour elle. Voilà. Mais par contre, même là, je me suis encore des aiguilles.
Ah ouais, alors par contre, The Substance, Oui. moi j'ai ma femme qui déteste les prises de sang, tout ce qui est pénétration de la peau. J'ai dit ne mate pas le film. Ah oui. Parce que Alpha, c'est pareil. Hein. Ouais. Dans The Substance, toutes les 10 minutes, t'as une putain d'aiguille. qui C'est se transforme. body horror et couscous. Ouais. C'est vraiment les deux trucs à éviter. Le mélange a fait que Ah boire. ouais. Ok, il était en compétition, Alpha, je sais Oui, plus. il était en en compétition. Ouais, officiel, ok. ouais. Moi, je veux quand même dire qu'il est très bien fait, même s'il ne m'a pas touché, Bien et sûr. même si c'est un film qui m'a perdu. On ne peut pas nier les qualités techniques justement Ouais. de ce film. Bah, Et c'est si vous n'avez pas vu son travail d'avant, Julia Ducournau, j'allais dire Mais- Alpha Ducournau. Alpha. Allez-y, puisque ça vous plaira sans doute. Mais du coup, je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît le travail de Ducournau et qui a un regard sur Alpha, et quelqu'un qui connaît pas du tout et qui a découvert Ducournau avec Alpha. Et du coup, c'est ça qui donne aussi peut-être la différence de discours. On sur, fait un bon duo. moi, je- Voilà, Ouais. exactement. Vous vous complétez bien. Allez, Latino. Ok, bon, on va pouvoir passer à mon deuxième film, qui sera le dernier film d'aujourd'hui, et évidemment. Bon là, est-ce que je tente quand même une devinette? Mais si, Ouais. mais Ah, si. ouais. hein. Petite parenthèse, Mélissa Boros, aussi révélation dans le film de Alpha, celle qui joue l'adolescente. Ouais, J'ai parlé que de Tahrim, mais évidemment Mélissa Boros, bravo. C'est tout. Tu peux continuer. Donc, pour vous faire deviner mon film, disons que c'est un film qui a un engagement très fort, qui a été tourné dans des conditions très difficiles. Ah. Et j'ai pas envie de dire trop non plus, mais je pense que c'est le genre de films qui sont présentés à Cannes qui méritent toute notre attention et tout notre soutien. Voilà, je sais pas si... Moi, je soutiens le cinéma iranien. C'est un simple accident. Voilà. Tout à fait. Donc, la Palme d'Or de cette année, qui a aussi un tout petit peu divisé, mais... Ah oui Oui. Ah bon? Ah, j'étais pas au courant. Alors, pour le fait qu'il gagne la Palme d'Or. oui, dans le, Ah oui, d'accord. dans le sens où il y en a certains, j'ai ouï dire Oui. que techniquement, il aurait fallu mettre Sirat, qui a quand même pris le Grand Prix du jury, mais bon, bref. C'est un film très bien mis en scène. Oui. Ouais, moi, je suis d'accord. Voilà, sachant qu'il a tourné clandestinement. Voilà. C'est fou. Voilà. Surtout qu'il y a pas mal de plans Alors, de séquences, quoi. Juste Pardon, vas-y. pour pitcher comme ça, les gens savent un petit peu Oui. où on va et après Un on en simple parle accident. tous les trois ensemble. Mais c'est l'histoire en fait d'un groupe d'ex-prisonniers iraniens qui, il y en a d'eux qui croit reconnaître la voix d'un de ces tortionnaires de prison qui va le kidnapper et tout le Le film... bruit de sa prothèse. Exactement, Oui. oui, mais je voulais pas trop. Mais oui, il croit reconnaître à ce qu'il entend le tortionnaire de la prison dans laquelle il a été enfermé, et il a un doute, et donc il va faire appel à d'autres ex-prisonniers pour essayer de savoir si c'est bien cette personne ou pas. Donc il y a toute une équipe qui va se monter autour de cette question. Est-ce qu'il a kidnappé un innocent et dans ce cas-là, il s'est mis dans un pétrin pas possible, ou est-ce qu'il a kidnappé la bonne personne et dans ce cas-là, que va-t-on faire? Est-ce qu'on va Déjà, se venger ou le pas? synopsis, c'est assez fou. Ouais, Moi, j'ai complètement. adoré. Ouais. Alors, ce que j'ai adoré avec ce film, c'est que moi, du coup, comme j'étais un peu loin du Festival de Cannes cette année, que j'étais pas dedans à fond et tout, j'ai pas du tout vu ce film arriver. J'avais pas l'histoire avec Juliette Binoche il y a une dizaine d'années. J'avais pas le background je l'ai vu après ça. sur le problème. Bon, par contre, je connais la situation politique de l'Iran. Ça, malheureusement, c'est dramatique. Mais du coup, j'ai découvert ce film vraiment à l'aveugle, comme Anatomie d'une chute il y a 3 ou 4 ans en arrière. Et moi personnellement, en tout cas, le film a extrêmement bien fonctionné. Moi, je dis bravo, parce que déjà, je trouve que le scénario, ça pourrait être simple, ce truc de est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, mais comment c'est monté, cette petite équipe qui se crée à force de rajouter des gens et tout, ça fonctionne extrêmement bien. Tension crescendo. Voilà, j'allais dire, il y a un truc de tension, parce qu'au début du film, et je trouve ça très fort, il y a ce truc un peu, c'est une famille toute mignonne, machin et tout. Il y a au tout début des petites pistes d'humour presque. Oui, il y a de l'humour. Ouais, dans le un film, peu ouais. léger, un peu d'humour où tu te dis où est-ce que ça va? Et en fait, ça va vers un climax qui moi m'a un peu scotché à mon fauteuil. Comme tu l'as dit, Véro, et toi aussi, Pierrick, je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a beaucoup de plans séquences qui nous montrent sans nous montrer, et je trouve que dans un film, par rapport à ce que raconte le film, ça fonctionne super bien. Et pour moi, c'est une palme d'or méritée, même si je reconnais que alors pour moi, il ne faut pas le faire. Mais si demain, par exemple, tu le compares à un The Substance, effectivement que techniquement, un simple accident va être un petit peu en dessous. Mais faut en mettre dans le contexte avec les moyens qu'ils avaient, voilà. Et la situation. Et c'est surtout que, comme tu l'as dit, Véro, bravo, parce que c'est un film. Ils ont dû écrire une fausse version du scénario pour s'ils avaient que ça passe, parce qu'alors, l'Iran malheureusement est un pays qui est gouverné par un État extrême.
totalitaire. Dans le film, on le voit, il y a énormément de corruption à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé, enfin le moindre règlement, la moindre transaction financière, il y a de la corruption. Du coup, et moi j'ai trouvé ça très fort parce que connaissant l'Iran, ça a été tourné en Iran. Donc, parce qu'en Iran, on peut faire des films à condition que le scénario soit accepté. Exact. Donc souvent, il faut jouer sur le double sens pour pouvoir faire en sorte que le scénario passe la commission. J'ai juste oublié de donner le nom du réalisateur qui s'appelle Jafar Panahi. Je le prononce très mal, je suis désolé, mais c'est pour que vous compreniez bien. Du coup, l'anecdote, c'est un réalisateur qui était lui-même en prison il y a une dizaine d'années, je crois, si je dis pas de bêtises. Même là, il me semble qu'il est sorti en septembre. Il est allé défendre un de ses camarades réalisateurs qui était emprisonné. On lui a dit, c'est bon, vous aussi, vous restez. Wow. D'accord, ok. Ouais. Fort quand même. Et donc, il y a une dizaine d'années, Juliette Binoche avait monté les marches avec une pancarte en disant « Libérez Jafar Panahi ». Donc, du coup, c'est formidable de le voir aujourd'hui gagner une palme. Et c'est un superbe film choral, puisqu'en fait, c'est toute une équipe qui se retrouve dans une sorte de road movie où on va remonter en fait la piste pour savoir si oui ou non il s'agit du bourreau ou pas. Et voilà, on a ce van qui fait du bruit. Il y a beaucoup de portes qui ferment, qui claquent comme des portes de prison. Donc le son est très intéressant. Et puis dans la mise en scène aussi au niveau de l'espace, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on rencontre pour la première fois la photographe, cette manière de gérer les différents groupes, c'est assez exceptionnel. Et puis oui, tous les acteurs sont bons et on salue le courage des actrices qui ont joué sans foulard et qui rentrent au pays et on ne sait pas trop ce qui va leur arriver. Ouais. Nous, on a eu un gros débat du coup avec Quentin parce que pour Quentin, ça mérite pas une palme d'or. Et moi, je suis pas d'accord avec toi parce que tu vois, quand on a fait le podcast sur la Croisette, on avait une de nos questions, c'était est-ce que tu penses que le cinéma a encore le pouvoir de changer les choses ? Et j'ai dit à Quentin, tu vois, ce film, il a peut-être encore le pouvoir de changer les choses. Et même si, tu vois, tu vas penser en tant que jeune réal qui veut voir des dingueries à chaque fois qu'il va au cinéma, peut-être que tu vas penser que la technique est moins impressionnante que sur un autre film. Mais il n'y a pas que la technique qui compte, il y a aussi ce que tu vas mettre dans ton film en termes de courage, en termes de position, en termes de... Enfin voilà. Et pour moi, ça, c'est le genre de film on n'a pas besoin de milliers d'effets spéciaux. Eh bien, on parlait d'Alpha. Voilà, on met Alpha, techniquement, waouh, mais sur le fond, ça me touche pas. Et là, sur le fond, mais ça m'a attrapé. Parce que ce qui est balèze, c'est que les acteurs et actrices sont très forts. La mise en scène est très forte. Le courage, n'en parlons pas. Tout fonctionne, en fait, la tension est extrêmement forte. Et la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on fait si on reconnaît son bourreau ? Est-ce qu'on devient soi-même un bourreau ? Ça, c'est... Et le spectateur se pose la question tout au long du film. Exactement. Il dure 1h40, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très fort au niveau de l'écriture et de la mise en scène. Et comme tu le disais, Véro, tu as le truc aussi de le courage d'avoir mis sa vie entre parenthèses pour créer cette œuvre en ayant conscience des potentielles conséquences. Exactement. Parce qu'on ne sait pas, la moitié du casting et des techniciens, dans quel état ils vont être dans quelques mois quand le film va vraiment sortir au cinéma et si le gouvernement iranien il décide de péter un câble, quoi. Mais oui, le cinéma iranien, je me souviens d'une projection, mais j'ai oublié le titre du film, mais c'était un film iranien. Il n'y avait pas de générique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de générique qui défilait pour protéger l'équipe technique qui était restée au pays. Et je trouve ça bien quand même que dans cette bulle de mondanité qu'est le Festival de Cannes, on arrive encore à présenter des trucs puissants, forts comme ça, qui engagent un peu, parce qu'on a le monde entier qui regarde le Festival de Cannes pendant 12 jours. Et c'est bien de mettre ce genre de film en avant, quoi. Et en plus de ça, ça aurait pu être juste un film politisé, mais essentiel. Mais en plus de ça, le film est bon. Enfin, moi, j'ai trouvé le film bon, vraiment. Et puis, ça m'a instruit aussi, j'ai pas peur de le dire, je suis un peu naïf là-dessus, mais j'ai appris des choses via ce film. Et c'est pour ça que le cinéma et l'art, en général, c'est fort aussi. C'est parce que, sans le vouloir, tu vas apprendre des choses, tu vas être instruit via des images ou de la peinture ou quoi que ce soit. Et c'est super important, ça. Sort le 10 septembre. Moi, j'avais le 6 septembre, mais t'as peut-être raison. Ouh, attention, qui a raison ? Attention, lançons les pas le 10. L'enjeu est grave. J'ai peut-être mal entendu aussi, donc. Un simple accident. J'ai raison. Ouh là là là, le 1er octobre 2025. Non, ils l'ont retardé, c'est pas possible. Peut-être, ouais. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur Allociné. Tu vois, j'ai pas envie de faire le rageux qui tape sur Sean Baker, tu vois, mais quand tu vois l'année dernière Anora, ce que ça avait peu de choses à nous raconter, exactement, et là, tu vois, pour moi, c'est plus une palme d'or, un simple accident, que Anora l'année dernière, quoi. Après, c'est tout, évidemment, comme le cinéma, c'est subjectif. Ça dépend du jury, etc. Bien sûr. Bon, les amis, on a
arrive gentiment au bout de ce podcast, mais avant de nous quitter, une question subsiste, la question What the fuck, qui rassemble tous les univers mélangés. Non, mais du j'ai parlé cinéma. de 2 films. Bah oui. ouais, 2 films. Ah mince, j'en ai fait un en trop. Mais j'ai l'habitude de faire 3. Mais là, c'est parce que on a parlé un peu de Dogma ensemble. Eleanor the Great, c'était vachement bien. Voilà, c'est bon. Alors, non, c'est pas mal ce que tu fais. Avant la question What the fuck, est-ce que vous avez des petits plus, des belles surprises ou des déceptions parce que du coup, moi, j'ai vu que ces 2 films-là. Est-ce que vous avez d'autres films très rapidement que vous voulez mettre en avant ou en arrière Véro? Oh, écoute, j'ai bien aimé Exit 8, Ah ouais. du jeu vidéo. Pareil. J'aurais enlevé 1 ou 2 boucles, La même mais chose. j'ai passé un bon moment. Et lors de sa sortie, je pense que je vais le conseiller parce que Complètement d'accord. voilà, ça parle au-delà du jeu vidéo, de la paternité, la difficulté de devenir père. C'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé les libertés qu'il prenait par rapport aux jeux vidéo. Je trouvais que ça amenait vraiment un plus et que ça donnait une raison vraiment d'en faire un film super bien foutu. Ok. Et toi, Pierrick, Du coup, Eleanor the Great, premier film de Scarlett Johansson, écrit par Tori Kamen. C'était présenté à Un certain regard et vraiment j'ai chialé parce que c'est beau, on a envie de prendre soin de ce film. C'est votre review où Lilou s'arrête plus. Ouais, la pauvre, encore 5 minutes après, elle chialait. Moi, j'étais en mode, c'est maintenant qu'il faut filmer du coup. Parce que... on veut des images. Ouais, c'est ça. Ok, bah très bien. Moi, il n'y aura pas de plus 1, les amis. Donc du coup, la fameuse question What the fuck. Évidemment, on va essayer de garder une question autour du Festival de Cannes et de cette mythique montée des marches. Je vais chacun à votre tour vous poser cette question. Si vous aviez pu faire partie d'un casting qui monte les marches à travers l'histoire, et je parle même peut-être de films où on n'était même pas nés chacun d'entre nous, si vous aviez pu faire une montée de marche avec un casting, ça aurait... C'est dur comme question. Ah bah oui, c'est très dur. Mais voilà, Véro. J'aurais été la régisseuse d'Apocalypse Now. Ouais, très très fort. Mais quelle mauvaise expérience de tournage. Mais oui, c'est pour ça, régisseuse. Ouais. À moitié folle sur le tapis rouge. Ok, pour une question difficile, t'as bien joué, très très bonne réponse. Pierrick, on évite Star Wars. On a compris que t'aimais Star Wars. Tu sais que j'hésitais entre Star Wars et autre chose. Tu me connais trop par cœur. Réservoir Dogs, probablement, qui est un de mes films préférés. Franchement, juste pour l'expérience. Ouais. Apocalypse Now, régisseuse. Toi, Reservoir Dogs. T'aurais été Mister quoi, toi c'est dur. Moi, je suis Mister Dark. Parce que je suis dark. Moi, j'aurais mon propre surnom. Les amis, c'est officiellement la fin de ce podcast. Véronique, c'était un vrai plaisir de te retrouver. Merci pour cette invitation. C'est super intéressant. Je suis trop content. Toujours, moi j'adore. Des fois, j'aimerais bien qu'on ait plus souvent l'occasion de parler de cinéma. Parce que qu'on soit d'accord ou pas, c'est toujours hyper enrichissant d'échanger avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Fais-toi une petite instant promo. Alors, le petit instant promo, c'est sur TikTok, j'ai un compte qui s'appelle Le Ciné au Programme. Et puis sur Insta, vous me retrouvez sur Carda-du-bas cinéma. J'ai aussi un compte Letterboxd, c'est Carda Cannes. Sur tous ces réseaux, vous pouvez retrouver mes critiques, mes blagues parfois et mes analyses. Trop bien. On vous invite à foncer, aller voir tout le contenu de Carda qui est ultra enrichissant. De fou. Mon cher Pierrick, nous, de notre côté, on peut nous retrouver évidemment sur la chaîne Instagram de Capsule Pictures. Ouais. La chaîne YouTube de Capsule Pictures où il se passe plein de choses. Il va y avoir de plus en plus de shorts. On a un TikTok pour le podcast depuis peu aussi. Tout à fait. Si jamais ça vous intéresse. Le podcast, tout simplement sur TikTok. On a un Insta aussi dédié au podcast pour tout à fait. Vraiment parce qu'on est partout maintenant. On est partout. Non, je prends par contre juste 2 minutes pour rappeler aux gens si vous pouvez penser à mettre une petite étoile, 5 étoiles pour noter le podcast. Ouais, de fou. Pour ces histoires d'algorithmes, tout ça, si vous voulez commenter. Un pouce sur YouTube, un commentaire. Exactement. Partout, vous pouvez noter ou laisser un commentaire. Si vous pouvez prendre 5 minutes pour le faire, ça nous aide énormément. Je pense qu'on n'apprend plus rien à personne. Ça fait 15 ans que ça fonctionne comme ça sur Internet. Donc, s'il vous plaît, prenez un peu de votre temps pour soutenir tout ça. Et je pense que je vais le dire comme ça va me mettre un petit peu un coup de pied au cul et je ne peux pas revenir en arrière. Possiblement, bientôt, vous allez me retrouver à faire certains contenus cinéma sur les réseaux sociaux. Voilà. Yeah. Et on serait ravis de t'y retrouver, mon cher Pierrick. Donc, je m'abonne. Ah, merci. on a hâte. Tu l'as dit, hein? Ouais. Je l'ai dit exprès pour pas revenir en arrière parce que je me connais, de toute façon, je refroidis vite. Tu me connais, tu sais très bien que je vais pas te lâcher. Voilà. C'est ce qu'on disait au début, il faut se pousser. Voilà. Ouais, exactement. Complètement. Donc, mais si tu savais dans quel état on l'a retrouvé à la base et ce qu'il est en train de devenir, une jolie fleur. On a trouvé une graine toute séchée par terre. Regardez la jolie fleur qu'il a. Comme dans Pikmin. Bon, les amis, merci pour cet épisode. Merci. On vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Au revoir. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.